Nous accueillons Sylviane maintenant. Bonsoir Sylviane. Oui, bonsoir Olivier. Sylviane, nous avons eu très peu de temps jeudi pour nous expliquer, pour vous écouter surtout. Donc, nous allons reprendre un petit peu euh, votre histoire et Hein. recontextualiser un peu votre histoire parce que vous avez vécu des violences de la part de votre mari. Hein. Euh, il vous traitait Ouais, mal, il était violent physiquement et psychologiquement. Euh, ouais. mais votre problème, finalement, de ce que j'ai compris, parce qu'on a discuté à peine 10 minutes, jeudi, c'est que ces violences-là ont été très difficiles à prouver. Voilà, oui, ça a été très difficile à prouver parce que, si vous voulez, lui, il a fait ses études dans la marine marchande et bon, il y a une partie un peu militaire, quoi. Et en fait, quand j'allais au commissariat de police pour déposer plainte, j'ai été confrontée à ma première plainte, j'ai été confrontée avec lui. Oui, Et il a été soutenu par le gardien de la paix qui m'a dit oui, nous ici, vous savez, les femmes, certaines femmes se tapent la tête contre des meubles pour avoir des bleus, pour dire que le mari est violent. Mais j'ai dit, mais ce qui est vrai, attendez, ce qui est vrai, mais oui, 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 ça oui, n'est pas le cas de toutes les femmes, malheureusement. non. Mais si vous voulez, elle ne me prenait pas au sérieux. Oui. Et je lui ai dit, mais écoutez, il m'a menacé de mort avec un revolver. Ah oui, mais ça, c'est pas grave. Il a fait ça pour vous impressionner. Donc, moi, j'étais complètement désemparée. Je dis, qu'est-ce que je fais Elle me dit, madame, si vous signez pas là, votre mari est en prison. Donc, moi, j'étais dans le désarroi le plus total. J'ai signé et en fait, bah, ça a été classé sans suite par le procureur, puisque bon, bah, Et qu'est-ce que vous avez j'avais signé signé. exactement? Eh bien, en fait, j'ai signé mon dépôt de plainte, Oui. comme quoi je retirais ma plainte. Mhm. Voilà, c'est ça qui s'est Ah, passé. c'est ça, d'accord. Mais vous aviez bien Voilà. compris ce que vous signez? Ah ben, disons que à la confrontation, bah, vous êtes tétanisé, quoi, parce que bon, moi, je sentais pas une écoute de la part de cette personne qui était gardien de la paix vis-à-vis de moi. Oui. J'avais l'impression qu'elle le défendait lui, quoi. Et bon, en justice, c'est un petit peu ça. Bon, l'accusé devient coupable, la victime devient l'accusé. On renverse un petit peu ces rôles, Bah, quoi. c'est-à-dire, Oui, ma chère Sylviane, c'est que s'il n'y a pas de témoins dans ces histoires-là, on peut tout, tout raconter. On peut raconter même n'importe quoi. À partir du moment où hein, il n'y a pas de témoins, c'est compliqué. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et penser, il faut toujours se mettre à la place des policiers. Et je ouais, ne suis pas le dernier à être. Je peux être dur, je peux être dur avec certains policiers qui se comportent pas terribles ou certains magistrats qui euh, voilà, qui n'ont pas les hein, moyens de faire leur boulot, donc qui le bâclent. Mais il faut qu'on se mette à leur place aussi. Lorsque deux époux ou deux concubins, comme ça, arrivent en s'accusant mutuellement, mais que tout ça s'est passé en huis clos, c'est compliqué de faire la part des choses. Alors là, oui, finalement, je vais vous dire où ça se joue. C'est quand il y en a un des deux qui, qui qui maîtrise un peu plus la manipulation, qui sait plus rester calme, qui... Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression oui. que dans votre histoire, ben, votre mari, il a bien compris tout un tas de trucs qui fonctionnaient sur ses interlocuteurs et que finalement, c'est vous qui êtes passé pour la folle dingue. Voilà, c'est ça. Mais bon, moi, j'avais quand même un certificat médical D'accord, quand qui même. prouvait les violences physiques. Parce que les hématomes, ils étaient là, ils ont été mesurés par le médecin. D'accord. Et donc, c'était bien notifié sur le certificat médical
qui m'avait roué de coups. D'accord. Donc ce certificat médical, il a été donc fait par, Par un médecin. par un médecin, mais médico-légal ou par un médecin, votre Non, au médecin début, tout au début, quand les violences ont commencé, c'était mon médecin traitant qui a constaté les hématomes. Il les a mesurés, il a mesuré les hématomes, il a notifié ça sur le certificat médical. Et donc moi, avec ce certificat médical, j'allais voir les services de police. Mhm. Et il m'avait menacé de mort avec un revolver, même s'il avait enlevé la balle avant de me mettre le pistolet, le revolver sur la Non, mais tempe. peu importe, on fait pas ça, bien sûr. Voilà, c'est quand même... Et en plus, ma fille était dans l'appartement. D'accord. Donc, Elle a été témoin de ça, votre fille. ah ben oui, elle a été témoin des violences. D'accord. Elle l'a dit Donc là, ensuite c'est qu'elle avait, pareil. elle a témoigné contre lui. Bah, disons que l'enfant témoigner contre son père, Oui, non, c'était son père, donc d'accord. Je pensais que c'était. c'était son Ok. père. Donc c'était compliqué pour elle. Quel âge avait-elle au moment des faits? Elle avait 8 ans. Oui, maintenant, d'accord. Donc c'était Ouais. compliqué. Donc c'est difficile de porter la voix de l'enfant. Bon, moi, ce que je voulais, c'est qu'elle soit entendue par un juge Oui, au tribunal. Et ça, je me suis battue pour qu'elle soit entendue. Elle a effectivement été entendue, mais là, toujours pareil, sans avocat. Et elle a dit au juge, bah, mon père, il frappe ma mère. d'accord. Pourquoi il vous Mais frappait, le cet homme? juge, il a levé les yeux au ciel. Sylviane, Parce qu'en pourquoi? fait, il pense que c'est la mère qui monte l'enfant Oui. contre le père. Mhm. Alors que moi, c'est pas du tout ça. Moi, je me suis battue. Il avait la garde le week-end, il avait la garde un mois, et je lui disais, écoute, tu dois la prendre le vendredi soir. Bon, c'est vrai qu'il avait un travail, c'était pas évident parce qu'il partait en mer. Hein. Il était maître électricien à bord d'un ferry entre Calais et Douvres. Et ben, si vous voulez, bon, c'est vrai que ma fille, bon, ben, elle avait besoin de communiquer avec son père, mais on ne pouvait pas le joindre sur son travail. Une fois qu'il était dans l'univers de son travail, de ce bateau qui circulait, il faisait abstraction de la famille, quoi. On pouvait pas l'appeler, on pouvait pas. Ma fille, elle ne pouvait pas communiquer avec lui. D'accord. Voilà. C'était extrêmement difficile. Et quand il débarquait, ben, je vous expliquais, il rentrait pas ici. Il allait au domicile de son père. Et puis bon, il s'est changé. Je sais pas est-ce qu'il parlait travail parce que son père a fait du long cours, quoi. Et donc C'était aussi bon, un marin lui aussi, c'est ça? c'est ça. C'était un marin. Mhm. Donc il avait besoin certainement de voir son père pour parler, tout simplement. Mhm. Mais cet échange se faisait avec du whisky. D'accord. Voilà, c'est-à-dire c'était un verre de whisky, 2 verres de whisky. Et lorsqu'il arrivait ici à 13h, au moment de se mettre à table, il reprenait le magnum de whisky, se resservait encore un whisky. Mhm. Donc il était... bon, moi, je considère qu'il était alcoolique, quoi. Parce que bon, quand on a du whisky comme Ça ça, s'appelle comme même à ça, vous bord... avez raison, ça s'appelle comme ça. Bah oui, Ben parce oui. qu'à bord, il avait un petit frigo dans sa cabine, il avait du whisky dans la cabine. Donc, je veux dire, à bord, l'alcool était toléré chez les marins, quoi. Mhm. Voilà. Et bon, cette histoire de revolver, en plus, bon, ben, mon beau-père, il avait des armes. Le domicile était truffé d'armes de guerre, des revolvers, des fusils, enfin bon, des casques, parce que bon, c'était quelqu'un qui avait été marqué par la guerre Oui. et qui avait gardé tout ça chez lui. Mais moi, là c'est pareil, j'étais révoltée parce que j'étais en danger de mort. Parce que ça veut dire que vous vivez avec une personne qui est alcoolique Qui est et qui violente. en sa possession a des armes. Ben oui, Du jour au lendemain, il pouvait me mettre une balle dans la tête, bien quoi. sûr, Enfin, je veux bien dire. sûr. Et en plus, les armes n'étaient pas déclarées. Il y a certaines armes n'étaient pas déclarées en préfecture.
Donc moi, j'alertais le préfet, je tirais la sonnette d'alarme, je disais, écoutez, allez au domicile de mon beau-père, le domicile est truffé d'armes, Mhm. et certaines ne sont pas déclarées. Mais bon, j'avais beau taper à la préfecture, j'ai même pris le train pour aller à Arras, à la préfecture, Oui. il n'y a rien qui bougeait, rien qui bougeait. La déléguée départementale aux droits des femmes m'a reçue en sous-préfecture de Calais. Elle m'a entendue, mais sa parole n'a pas été portée comme il faut au niveau de la police et ça n'a pas été, il n'y a pas eu de suivi en fait Oui. par rapport à cette écoute de la part de la déléguée aux droits des femmes. Et après, j'ai été voir la déléguée régionale à Lille. Oui. Mais là, c'est pareil, j'étais reçue, bon, elle avait oublié le rendez-vous. Oui. Et Un peu elle m'a, par-dessus la jambe, quoi, en fait, au final. voilà, Ouais. elle m'a reçue, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Bon, je veux dire, c'est des conditions d'écoute qui sont déplorables, quoi. Mhm. Mhm. Donc voilà, ça n'a jamais été pris au sérieux. Et donc, ben moi, j'avais peur, tout simplement. Même si, heureusement, j'avais réussi à me construire parce que bon, je suis arrivée. Tout à l'heure, il y avait une dame de Châtellerault qui témoignait. Moi, j'habitais Poitiers. Hein, mon enfance, je l'ai passée à Poitiers. Et ensuite, je suis montée en région parisienne pour travailler au Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Oui. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, bon, ben, lui, il ne voulait absolument pas venir vivre avec moi en région parisienne. Donc moi, j'ai fait le choix de prendre un congé parental, de venir à Calais, lieu de son travail. Et j'ai dit, bon, voilà, moi, je vais m'arrêter un petit peu pour élever Laurine. Et si on a des problèmes d'argent, je peux réintégrer un poste au Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Mais parallèlement, j'essayais d'avoir ma mutation ou un détachement Mhm. pour pouvoir travailler ici à Calais. Oui. Et ça a été extrêmement difficile parce que j'étais dans une crèche départementale et Calais, il n'y a pas de crèche départementale, ce sont des crèches municipales. Et en plus, ils prennent plus facilement des jeunes auxiliaires puéricultrices qui sortent de l'école plutôt que bon une auxiliaire puéricultrice comme moi qui avait de l'ancienneté. Donc, ça voulait dire me reprendre avec mon échelon, donc c'était pas possible. Parce qu'à Calais, bon, bah, la mairie n'avait pas les fonds nécessaires pour me donner un salaire, bah, le salaire équivalent que j'avais en région parisienne, quoi. Mhm. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais, en fait, je suis arrivée sur son territoire, sur son territoire à lui, et il a cherché à m'isoler de ma famille. J'avais connu une amie au parc de jeux qui avait un enfant, enfin un garçon du même âge que Laurine. Et si vous voulez, ben, il m'isolait, il voulait pas que je sorte avec cet ami, quoi. Il me disait, oui, tu dépenses l'argent, tu veux aller au cinéma, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Il était jaloux. C'était des reproches. Il était Il jaloux. était jaloux, Oui. voilà. D'accord. Possessif et jaloux. Mm. Et donc, il m'a mené une vie, même ma famille, il m'a isolé de ma famille parce qu'il n'a pas voulu qu'on baptise Laurine, il voulait pas de réunion de famille. De toute façon, ta famille, c'est des piques-assiettes. Bon, bah, ma famille ceci, ma famille cela. Mais bon, lui, quand il allait, il était bien reçu par mes parents, même mon père. Enfin, en fait, j'ai eu l'impression de retrouver, quand je suis venue vivre avec lui, j'avais l'impression de retrouver mon père. Parce que mon père, c'était Oui. le travail, le travail, le travail. Il Donc à il 17 vous ans et menait un demi peu à la déjà, schlag, non? Votre père déjà, non? mon père, il me harcelait pour que je travaille. Il voulait Mhm. pas que je reste à la maison les bras croisés. Hein. Oui. D'accord. Donc j'avais ma sœur qui était l'aînée de la famille, qui était montée à Paris travailler à la Madeleine aux Trois Quartiers. Mhm. Et elle me dit, Sylviane, prends ton courage en main et postule en région parisienne, tu vas trouver du travail. Et D'accord. effectivement, j'ai eu 4 réponses d'entretien, quoi, dans le 91, le 92, le 93 et le 94.
Et j'ai choisi le 93 parce que ma sœur avait des relations, elle s'était fait des amis, et ce sont ces amis-là qui m'ont accueillie quand je suis montée à Paris. Mhm. Voilà, parce que je suis montée à Paris avec ma valise, je suis arrivée à la direction de l'enfance et de la famille. J'ai dit, voilà, je commence quand? On m'a dit, vous commencez demain matin, mademoiselle. Vous commencez à la Courneuve. Donc j'avais 2 heures de transport par rapport à ma chambre que j'avais chez ces amis-là. Et j'avais 2 heures de transport et quand je commençais à 7 heures, forcément je me levais à 4 heures du matin pour être à 7 heures à la crèche, quoi. Donc là, ça a été difficile, j'étais fatiguée. Et donc j'ai su que où j'habitais, à Livry-Gargan, il y avait une création de poste d'auxiliaire de périculture dans la crèche municipale. Donc j'ai postulé et j'ai été prise. Mais il a fallu que je démissionne de la direction de l'enfance et de la famille pour accéder à la crèche municipale. D'accord, il va falloir qu'on Donc, accélère un petit peu. Voilà, voilà. Non, mais moi, concrètement, Olivier, je sais que vous faites des émissions dans les yeux d'Olivier. Mhm. Et je me disais, pourquoi pas, je pourrais témoigner. Là, vous témoignez déjà sur l'antenne d'Europe 1, Oui. ce qui est important Oui. pour que l'on comprenne. Cet homme, vous l'avez rencontré dans quelles conditions, en fait parce que vous qui êtes à la Courneuve, vous le rencontrez où et comment, cet homme? Je l'ai rencontré à Center Park, en Normandie. D'accord, à Verneuil-sur-Arve. Voilà. D'accord. Près de Verneuil. C'est un je vois très bien. Je vois très bien. Voilà, Center Park. Et je vous avoue qu'il n'était pas libre, il n'était pas célibataire, il était marié. D'accord. Donc, marié, ça voulait dire difficulté. Donc moi, j'ai pas voulu avancer plus loin dans la relation, puisque il était marié, qu'il y avait une femme, il y avait un enfant en jeu. Et moi j'ai hésité. On voit après, vous êtes quand même, vous vous êtes mis ensemble et on en arrive à tout de même cette relation tumultueuse avec un homme violent, un homme alcoolique, mais un homme qui va quand même, au moment où vous demandez le divorce, visiblement, va savoir manipuler son monde pour que vous vous retrouviez dans la difficulté. Et on va en parler juste après l'info qui arrive. Vous restez avec moi et on va continuer à vous écouter juste après. D'accord ? D'accord, à tout de suite. Oui, à tout de suite. Hein. Il est minuit sur Europe 1. Et c'est un dernier tour de l'info avec vous, Maël Hassani, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. De nouveaux contrats seront signés ce mardi au Maroc, au 2e jour de la visite d'État d'Emmanuel Macron dans le Royaume. 22 accords au total pour un coût global de 10 milliards d'euros. Le secteur ferroviaire est particulièrement plébiscité. Aegis va notamment participer à la construction de la ligne à grande vitesse Tanger-Marrakech. Alstom va fournir 12 à 18 rames pour ce même tronçon. Au moins 60 morts dans des raids israéliens sur 2 fiefs du Hezbollah dans l'est du Liban, dans la région de Baalbek, où le gouverneur parle de la journée la plus violente depuis le début des opérations israéliennes fin septembre, mais aussi dans la plaine de la Beka. Israël qui approuve l'interdiction de l'UNRWA sur son sol. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens est accusée de connivence avec le Hamas. Certains de ses membres sont même soupçonnés d'avoir directement participé aux attaques du 7 octobre 2023. Condamnation de plusieurs pays occidentaux après ce vote du Parlement israélien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou assure que son pays est prêt à se substituer à l'UNRWA en assurant la fourniture de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Michel Barnier ne reprendra pas ses activités publiques avant jeudi. Le Premier ministre opéré d'une lésion cervicale ce week-end. Les résultats d'analyse seront connus d'ici à quelques semaines, mais tout s'est très bien passé, précise le médecin du chef du gouvernement, sans mentionner la pathologie dont pourrait souffrir Michel Barnier. La CRS 82 reste positionnée dans le quartier Maurepas à Rennes. C'est dans ce quartier sensible qu'a débuté une course-poursuite samedi soir. Course-poursuite qui a débouché sur la blessure par balle d'un enfant de 5 ans, toujours entre la vie et la mort ce soir. Le garçon se trouvait dans la voiture de son père, connu de la justice pour trafic de drogue. L'enquête confirme le lien entre le narcotrafic à Maurepas et cette fusillade, indique le parquet.
L'avocat de Gérard Depardieu l'assure, son client souhaite comparaître en personne devant le tribunal pour répondre des accusations d'agression sexuelle formulées à son encontre. Le procès devait s'ouvrir ce lundi, mais l'acteur de 75 ans n'était pas présent pour des raisons de santé. L'audience est donc renvoyée au 24 et 25 mars 2025. Le président de la Chambre ordonne une expertise médicale d'ici à la prochaine audience. À une semaine de l'élection présidentielle américaine, les deux candidats tentent de convaincre les électeurs des swing states, ces États clés qui sont susceptibles de faire basculer les résultats. La démocrate Kamala Harris se rend cette nuit dans le Michigan. Donald Trump est attendu en Géorgie. L'actuel président Joe Biden a voté de manière anticipée ce lundi dans le Delaware où il possède une résidence. Les Espagnols règnent sur la planète football. Cette année, le milieu de terrain Rodri remporte le Ballon d'Or masculin pour la première fois de sa carrière et sa compatriote Aitana Bonmati, déjà sacrée l'an dernier, conserve son titre chez les femmes. Une cérémonie organisée à Paris ce lundi soir et boycottée par le Real Madrid, vexé de ne voir aucun de ses joueurs récompensé. Le Français Kylian Mbappé termine à la 6e place du classement. Et puis Jerry Lee Lewis est décédé il y a 2 ans jour pour jour. Ce pionnier du rock'n'roll, surnommé le tueur, est décrit ainsi par Bruce Springsteen. Je cite, cet homme ne fait pas de rock'n'roll, il est le rock'n'roll. La preuve avec ce classique Great Balls on Fire, sorti en 1957. Great balls of fire, kisses baby, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. I chew my nails down and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. It's just great balls of fire. Good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. That you're my lady, and I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Voilà, Olivier est bien plus heureux qu'à 23h. Bien plus heureux, vous entendez toute la nuance quand même. Absolument. Même du haut de vos 24 ans, si cette musique vous paraît lointaine, elle vous prend au trip. Oui, oui, non, tout à fait. Voilà, on n'a pas 2 accords, on a un piano, on a une guitare, on a une basse, on a une voix chevrotante qui va dans les bas, dans les aigus, et surtout... on sent la naissance du rock'n'roll là. C'est impressionnant. Qui vient du blues. Magnifique. Puis les performances sur scène de Jerry Lee Lewis étaient absolument époustouflantes. Il se retrouvait à jouer du piano avec ses pieds, par exemple. Il cassait ses instruments. C'était un grand show. Incroyable. Je voudrais revenir juste sur un fait que vous avez énoncé dans votre journal. C'est cet enfant qui a pris 2 balles dans la tête. Oui, à Rennes. Voilà. Il faut bien être conscient aujourd'hui qu'en France, ces réseaux mafieux qui sont tenus parfois par des jeunes gens d'à peine 22, 24 ans, 25 ans. Notamment pour ceux qui appuient sur la gâchette, qui sont parfois recrutés effectivement très jeunes. Beaucoup plus jeunes. Absolument. Mais il faut vraiment que nos politiques prennent conscience qu'il va falloir prendre de grandes décisions qui peuvent passer par des solutions impopulaires. Suivez mon raisonnement, c'est-à-dire que l'État doit peut-être à un moment légaliser pour pouvoir avoir un contrôle sur tout cet argent, vous voyez, ce circuit parallèle qui mettrait déjà un grand coup à ces réseaux, et puis vraiment sévir, parce que les lois sont encore beaucoup trop fébriles pour que ces gens-là aient peur. Et vous savez, il y a la semaine dernière, j'ai eu un policier au téléphone qui témoignait dans cette libre antenne.
Christophe, qui a sorti un bouquin et qui est aujourd'hui au STUP, qui nous racontait la violence à laquelle il était confronté déjà en 94. Il est aujourd'hui encore au PJ, donc chez les STUP. Pas derrière un bureau, mais un peu plus. Il était à la BAC avant, donc Oui, bien sûr. dans le 18e arrondissement de Paris. Mais quand il nous décrit aujourd'hui le manque de respect, le manque de considération pour la police, pour les policiers, les gendarmes, tout ce qui représente finalement l'ordre et la France, mais aussi pour tout ce qui représente la vie. Parce que tous ces gens-là aujourd'hui, ce môme de 5 ans, mais ça ne serait jamais arrivé il y a 10 ans, ça. Regardez le bond que nous avons fait. Vous aviez 14 ans, Maëlle. Vous aviez 14 ans. Il y avait de temps en temps un mort dans les rues à Marseille, il y a 10 ans. À Paris aussi, parce que Paris est plus grand, donc on en entend moins parler finalement que Marseille. Aujourd'hui, c'est toutes les semaines qu'il y a des morts par balle. Absolument, et puis c'est vrai que ce phénomène de victimes collatérales, là aussi ça arrive de plus en plus souvent, et on se souvient de l'histoire de la jeune Sokaina qui avait une vingtaine d'années, qui est décédée dans son appartement, qui faisait ses devoirs. C'était une jeune fille formidable, voilà, dont la mère est totalement anéantie, que j'ai vue d'ailleurs bien sûr. L'autre jour, je crois que c'était chez Pascal Praud aussi. Mais là, cet enfant de 5 ans, alors ce soir, il est toujours entre la vie et la mort. Donc, deux balles dans la tête. On ne sait pas s'il s'en sortira vivant. Imaginez simplement la violence de notre société quand on voit qu'effectivement un enfant de 5 ans qui était avec son père, qui pour le coup est connu de la justice pour trafic de stupéfiants, mais donc les gens qui appuient sur la gâchette n'ont pas peur de la présence d'un enfant. Pourquoi ils n'ont pas peur ? C'est comme le mec qui tape sa femme et qui sait qu'il peut la taper, qui risque pas grand-chose. Une société aujourd'hui, le problème c'est que nos politiques n'ont pas évolué, complètement déconnectés qu'ils sont de la société, parce que vous comme moi, on vit dans la rue, là, quand on sort d'Europe 1, quand vous descendez le matin pour aller au travail, on est des gens qui la côtoyons, cette violence, on la voit, on l'ignore pas. On dirait que nos politiques l'ignorent. Aujourd'hui, il n'y a pas 36 moyens. Il faut aller dans des solutions un peu radicales et un peu qui paraissent immorales. Mais on est rendu à quelque chose. Pourquoi les États-Unis ont légalisé la marijuana, à votre avis ? Alors certains États, oui. Certains États, mais pourquoi, à votre avis ? Mais c'est pour étouffer ces réseaux-là. Parce que ça devenait complètement... ça devenait un commerce parallèle. Mais il faudrait qu'on en reparle, et on est à la libre antenne, on n'est pas là pour ça. Mais ces gens-là ne craignent pas la loi, ne craignent pas la prison, ne craignent pas, vous savez, qu'on tape fort et dur et qu'on donne les moyens à nos policiers. Aujourd'hui, les policiers ont plus peur de ces gars-là. D'ailleurs, il y a un très bel extrait dans Police, c'est ça, de à Maïwenn. Marseille. Ah non, pardon, non, vous parlez de Bac Nord. Bac Nord. Oui. À un moment, vous avez les dealers qui viennent leur parler à 2 reprises dans le film. Mais vous savez que j'ai discuté avec des policiers à Marseille, ils m'ont confirmé que les mecs leur parlent comme ça. Dégage. Oui. Ils leur parlent comme s'ils étaient chez eux. Chez eux, oui, bien sûr. Est-ce que c'est normal dans un grand pays comme la France que ce genre de choses arrivent ? Non. Voilà. À méditer. Voilà, on n'est pas dans une émission politique ou sociétale, mais déjà, effectivement, on sort d'un flash d'information, on parle d'une horrible histoire d'un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans. Je pense pas qu'il soit sain de rester totalement indifférent et d'en parler comme un fait divers, Exactement. comme quelque chose. Voilà, c'est très pour ça grave. Que je vous en parle. Et d'ailleurs, je crois que nos auditeurs savent que c'est très grave et le vivent tous les jours et sont effarés quand ils entendent tous les jours qu'il se produit ça en France. Ça dure. Ça fait des années qu'on entend des policiers dire que ça ne va pas aller, qu'on se dirige vers une mexicanisation du pays. Ça dure. Ça fait des années que j'entends parler de ça. Vous savez, c'est comme équiper les arbitres au foot d'un micro. Ça fait 10 ans qu'on entend parler de ça et ça n'arrive pas. La France, on est le roi, mais vraiment le pays roi des effets d'annonce qui ne se passent jamais. Mais ce soir, c'est un petit de 5 ans. Alors, le père est un repris de justice. Mais demain, c'est peut-être votre petit cousin, votre petite sœur, votre mère, votre père, votre grand-père qui prendra une balle. Parce qu'aujourd'hui, ils se tirent même avenue Foch, s'ils s'aperçoivent. Donc,
Voilà, c'est juste affolant d'entendre des choses pareilles. Voilà. C'est juste, je voulais rebondir là-dessus parce que, comme vous le dites, votre travail, c'est de dire, voilà, il s'est passé ça, il y a un petit enfant de 5 ans qui a pris 2 balles de 7,67 dans la tête. Moi, je suis là pour rebondir parce que c'est la libre antenne et dire, mais ça va continuer combien de temps tout ça? Voilà. Quand les honnêtes gens vont-ils pouvoir se sentir protégés et quand on va avoir des politiques qui vont vraiment se préoccuper de tout ça et taper fort? On tape avec des lois. Vous l'évoquiez l'autre jour, on évoquait celui qui a tué, la petite dans le bois de Boulogne. Philippines, oui. Qui sait, vous me disiez, ils connaissent toutes les, les rouages de notre justice et comment notre justice fonctionne. Et ils utilisent tout. Parce que eux viennent de pays, je peux vous dire qu'au Maroc, que je connais très bien, ça rigole pas là-bas. Ça ne rigole pas, quoi. Et c'est une monarchie, soit, mais l'ordre y est respecté. Et croyez-moi qu'il n'y a pas intérêt à sortir de la route, quoi. Pourquoi ? Chez nous, c'est le souk. Et pour faire un parallèle, alors c'est évidemment pas un parallèle hasardeux, mais vous allez vite comprendre, entre ce cas, par exemple, du meurtrier de Philippines, qui pour le coup s'est servi, en l'occurrence, des lois en Suisse d'extradition pour pas revenir en France tout de suite. Quand on regarde, par exemple, les règlements de compte avec des jeunes, des mineurs qui sont engagés pour aller tirer, là aussi, les réseaux de trafiquants savent très bien qu'en France, il y a l'excuse de minorité qui divise par 2 la peine, même pour les crimes les plus graves, même pour un assassinat. Et finalement, les jeunes qui vont accepter d'aller tuer pour quelques dizaines de milliers d'euros, ils font aussi un calcul. Ils disent, mais si je me fais attraper, je passe quelques années en prison, ce ne sera pas 30 ans comme un adulte. C'est 22 ans, hein, le maximum qu'on passe en prison. Mais ça, c'est pour un adulte. Oui, mais vous avez une excuse de minorité qui a appliqué pour les mineurs. 5 ans, 7 ans. Et donc ce calcul-là qui est sordide, mais c'est un calcul qui est fait par les personnes qui prennent de l'argent pour aller tuer. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est nos intervenants, par exemple, sur Europe 1, qui interviennent tout au long de la journée et qui pointent ce phénomène-là qui est très inquiétant et qui explique que maintenant, certains très jeunes n'ont pas la peur quand ils décident d'aller assassiner. Il est grand temps de repenser tout ça, en tout cas. Et de reprendre aussi ces jeunes à la dérive. Hein. On voit le profil du gamin qui a été tué, ce chauffeur VTC l'autre jour à Marseille. Oui. À Marseille. Quand on voit le profil et des parents qui sont en prison pour trafic de stupes et ce môme qui est baladé. Mais bon, voilà, on aura tout l'occasion d'en parler. Là, on va revenir à la libre antenne et à notre témoignage. Merci mon cher Maël, on vous retrouve demain. Bien évidemment, avec grand plaisir. Bonne nuit et faites de beaux rêves. Au revoir. Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix. Il est minuit passé de 15 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Je vous rappelle que nous sommes là pour vous écouter et vous pouvez aussi nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace si vous voulez intervenir en signant votre SMS. Nous sommes avec Sylviane. Sylviane, donc nous évoquions ce divorce qui s'est mal passé, car je crois savoir que malgré les coups que vous avez reçus, malgré les violences que vous avez reçues, le divorce a été très compliqué. Et même si le divorce a été prononcé au tort de monsieur, vous n'avez jamais obtenu le partage de vos biens, notamment immobiliers. Et vous n'avez pas supporté cette injustice. Des valeurs, c'était pas un immeuble, c'était des valeurs mobilières. C'était de l'argent sur des comptes. D'accord. Voilà. Mais disons que quand on s'est mariés, on est allé à la banque postale pour signer
c'est-à-dire un accord du comte monsieur ou madame. Oui. Par contre, lui, dans le divorce, parce qu'il a divorcé par consentement mutuel, le premier divorce c'était consentement mutuel, donc suite à ça, dans sa tête, il s'est dit, bon, je vais pas me faire avoir, parce qu'il s'est fait avoir. Pour lui, il a divorcé, mais bon, il a vendu une maison il avait donné beaucoup d'heures dans cette maison, c'est vrai. Mais pour lui, il s'était fait avoir. Donc, il commençait à calculer dans sa tête en disant, je me ferai pas avoir. Donc, il m'avait fait, en fait, signer une procuration sur le compte. Mhm. Et il s'était gardé, Monsieur Simon, enfin, son nom, il s'était gardé, là, il n'y avait pas de compte, le compte n'était pas joint, si vous voulez. Mhm. Mais bon, moi, j'avais quand même sorti des livres sur le code civil, le code pénal, et même si il y a un des deux qui reste avec uniquement son nom, bon, étant donné qu'on est sur la communauté, bon, bah les parties doivent partager, quoi. Mhm. Et donc, il m'a fait signer une procuration. Et quand il a commencé à me tromper avec une femme qui habitait en Finlande, il est allé à la banque, il a levé la procuration. Donc, ce qui fait que moi, quand je suis arrivée à sa banque, parce que bon, moi, j'avais confiance, j'allais pas à sa banque régulièrement, hein, j'avais confiance en lui. Bon, bah, c'est tout. Je me suis pas inquiétée plus que ça. Et quand je suis allée à sa banque, ils m'ont dit, Madame, dépêchez-vous de prendre un avocat. Monsieur a levé la procuration et en fait, bah, vous êtes une étrangère ici. Vous ne pouvez plus obtenir d'argent, c'est terminé. Donc là, bah, j'ai commencé bien sûr à bouger encore au niveau justice, hein, toujours pareil. Hein. L'avocat, le président du tribunal, le procureur. Parce qu'en plus, j'estimais qu'il y avait un recel de biens communs. Parce qu'il a caché, il avait son salaire donc de marin, mais il travaillait entre deux quand il débarquait, il allait travailler. Bon bah ça s'appelle du travail au noir, hein, mais Mhm. bon, Mhm. il allait travailler au black et donc tout ce qu'il avait, tout cet argent, il le mettait sur ses comptes à lui. Moi, si vous voulez, j'ai rien vu, quoi. J'ai pas vu arriver du tout C'est-à-dire le il problème. avait des comptes à lui, et puis le compte Oui. censé être partagé avec vous, il mettait pas cet argent du black dessus. C'est ça. L'argent qu'il gagnait Bah, disons en tant que que marin, l'argent, il le oui, mettait sur le compte officiel, mais l'argent qu'il gagnait au noir, il ne le mettait pas sur le compte officiel, il avait un autre compte. C'est ça que vous voulez dire? voilà, c'est ça, tout à fait. Et moi, comme j'avais un plan d'épargne logement que j'avais depuis que je travaillais, j'avais réussi à mettre de l'argent sur ce PEL. Bon, au moment du divorce, j'ai dû casser ce PEL, alors que là, j'aurais dû me positionner en disant bon bah moi j'ai vu un notaire, on va pas partir sur un divorce faute, on se met d'accord, on partage, il me donne ce qu'il me doit et moi à ce moment-là je repars en région parisienne, je D'accord. réintègre un poste, voilà. Et en fait bah j'ai jamais pu avoir ça quoi. Alors ce qui fait que bah j'ai vécu sur mon PEL. Et puis à l'issue de ce PEL, bah j'avais plus rien. Moi, j'avais plus je travaillais pas, donc j'avais pas de rentrée d'argent. Donc j'avais la pension alimentaire qui est versée pour l'urine. En appel, parce que mon jugement est parti en appel, j'ai obtenu une prestation compensatoire, mais c'est pareil, quand je suis partie en appel, je ne voulais pas que la procédure dure. Moi, je disais, maintenant, je veux le notaire, je veux le partage. Mais Que vous n'avez jamais eu. c'était... Vous ne l'avez jamais eu, Non, le voilà, partage. c'était... Ah oui. Non, 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 c'était le mur et j'ai jamais eu de partage. Donc, bon, depuis, j'ai rebondi parce que, bon, interné, ça veut dire que j'étais éligible à l'allocation d'adulte handicapé. Donc, j'avais 900 € qui me rentraient tous les mois. Mais
si vous voulez, ça réglait pas le problème de mon travail, quoi. Puis même, je trouvais légitime que je puisse retravailler du fait que j'avais soit pris un délai avec le congé parental, mais après, je voulais retravailler, quoi. Non, mais Quand Laurine, elle a... vous oubliez de parler d'un moment Ouais, assez crucial pour vous, c'est que vous ne touchez pas l'argent, il vous menace plusieurs fois, vous avez beau porter plainte, il ne vous donne pas un rond, comme on rien. dit, après le Non. divorce. Personne ne Mm. bouge pour vous. Vous avez beau aller au commissariat, écrire à la Ouais. justice pour faire respecter La loi, le rendu du divorce qui voilà. donnait tort à monsieur et il vous devait de l'argent. Oui. Il vous menace de mort. Mhm. Vous, Ouais. vous allez plusieurs fois au commissariat. Vous écrivez au préfet, au maire. Alors, Oui. de quel au garde des Sceaux, vous Ouais. écrivez à tout le monde, et puis, résultat des courses, vous vous retrouvez interné d'office en Voilà. HP. Ouais. Alors Et moi, je pourquoi? pense Parce que que aujourd'hui, là, moi, quand je parle avec vous, vous êtes très oui. structuré, ça va bien dans votre tête, je l'entends. Comment une femme Oui. comme vous peut se retrouver internée comme ça? Voilà, c'est ça. Ben oui, bah Et répondez-moi. disons que moi, j'avais témoigné dans le Nord littoral des violences en 2004. Mhm. Et quand j'étais internée, j'ai donc repris contact avec le rédacteur en chef que je connaissais très bien. Oui. Et il m'a dit, moi, j'envoie un journaliste Mais à l'hôpital. pourquoi avez-vous été interné? Expliquez-nous quelle a Eh ben, été la manigance pour que vous vous retrouviez interné, parce que vous n'aviez rien à faire. Vous n'aviez rien à faire dans un hôpital psychiatrique. non, pas du tout. Et j'ai même un médecin, mon médecin, il me disait de trouver un tueur à gages. Il m'a dit, trouver un tueur à gages, vous n'allez pas vous en sortir. Alors, ça voulait dire qu'il fallait que je trouve un tueur à gages pour le tuer, quoi. Oui, enfin, c'est votre Vous médecin qu'il fallait imaginez? interner, là, parce qu'un médecin qui vous dit ça, Oui, excusez-moi, il est le complètement médecin. abruti. Bah oui, Voilà, c'est ça. Bah bah oui, oui, il est abruti, mais n'empêche que oui. ça t'est dit, ça a été dit. Hmm. Et donc, bon, et ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis constituée partie civile près du doyen de juge d'instruction pour qu'il soit appelé absolument au procureur par échelon immédiate pour les faits qui étaient là, Oui. des faits quand même, il y avait violence physique, il y avait violence verbale, il y avait violence économique, il y avait, je veux dire, tous ces types de violences, et que personne ne réagit au niveau justice, quoi. C'est ça qui me minait, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Mhm. On marche sur la tête, Mhm. quoi. Comment vous vous êtes retrouvé interné? C'est ça que je veux savoir. Eh ben, en fait, c'est parce que j'ai dérangé le système judiciaire. C'est-à-dire que, moi, je mettais en avant les services de police qui ne m'aidaient pas Oui, dans mes démarches. d'accord. Je mettais en avant le procureur qui ne m'aidait pas dans mes démarches. Oui. Et forcément, j'écrivais au ministre, Mhm. j'écrivais même au président de la République. Mhm. Et vous avez été Et accusé de porter atteinte à l'ordre public. voilà, c'est ça. Mais voilà, Voilà. votre histoire, si vous voulez, elle a retenu notre attention parce que, finalement, parce que vous avez eu longuement euh, Florian au téléphone, vous lui avez Oui. longuement expliqué ce qui s'est passé et euh, il a bien fait son boulot qu'il me fait d'habitude, hein. Ouais. Et Florian, il m'a dit, tu vois, cette femme-là, voilà, elle était un peu toute seule avec sa petite fille, là, de 8 ans. Mhm. Et puis, personne ne l'a cru. Donc, elle s'est, Mhm. elle s'est révoltée, elle a écrit partout, elle ne voulait Ouais. pas accepter de se faire berner par le système et par en plus son ex-mari qui ne payait rien et qui continuait Ouais. de lui envoyer des violences verbales, des menaces de mort. Et elle Mhm. s'est retrouvée à l'HP parce que finalement, à un Voilà. moment, on a voulu la faire taire. Voilà, en gros, ce Voilà, que c'est Florian ça. m'a dit. Ah oui, mais c'est tout à fait ça, hein. Et c'est tout à fait ça. Et de toute façon, comment j'allais dire,
je dérangeais le système, quoi. Je dérangeais le système judiciaire. Et voilà. Et ils ont dit, bon, je vais vous dire franchement, il y a une juriste du Centre d'information des droits des femmes qui m'a dit d'attaquer l'État. Elle m'a dit, mais vous rendez pas compte, mais votre affaire relève même de la Cour européenne des droits de l'homme. Hein, d'ailleurs, on devrait dire les droits de l'homme et de la femme. Oui, mais enfin, ça englobe que, les deux. Ça englobe bon, les deux. Ça englobe les ça deux. englobe les deux, mais bon, on oublie quand même les lois qui ont été C'est vrai, c'est vrai. créées C'est vrai. par. Il y a quand même des femmes qui se sont battues pour les femmes, quoi, la cause des femmes. Bien sûr. Et il y a des lois qui ont été votées, mais les lois, elles sont bafouées. Mhm. Voilà, c'est tout. La En loi, tout cas, elle est vous bafouée. vous êtes retrouvé 2 ans interné. Comment vous avez Ouais. réussi à en sortir de tout ça? Eh ben, c'est-à-dire que progressivement, j'étais à l'hôpital de jour. C'est-à-dire, je suis restée 1 an donc en hôpital de nuit, et ensuite je suis passée en hôpital de jour. Alors ça veut dire que vous êtes autorisé à rentrer chez vous, mais vous devez vous présenter soit des matinées ou soit les après-midi pour des activités. Mhm. Et bon, à travers ça, c'est vrai que je me suis un peu reconstruit, quoi. Oui. Parce que bon, j'arrivais à travers la peinture, à travers l'écriture, à travers de faire comme une thérapie, en fait. D'accord. Parce que vous sentiez, Et vous donc, savez quoi? Que vous aviez perdu les pédales un peu quand même avec tout ça? Je sais pas, bah est-ce qu'on vous a donné des médicaments? Est-ce qu'à un moment vous avez perdu les pédales en fait? ah bah de toute façon, on m'a bourré de médicaments quand j'ai été internée. On m'a bourré de médicaments. J'ai voulu entamer une grève de la faim. Et les infirmiers m'ont carrément dit qu'ils allaient me faire des piqûres, ils allaient me D'accord. piquer. Hein. Mhm. Donc j'ai dit ben non. Et ma fille, elle s'exprimait quand même. Ma fille, elle me disait vous n'avez pas le droit de m'interdire l'accès à ma mère. Je veux voir ma mère, je veux lui parler. Mhm. Donc elle réagissait quand même. Elle voyait bien que la situation était compliquée. Et donc elle s'exprimait. Donc bon bah. Et petit à petit, ils m'ont sorti de la chambre d'isolement. Hein, mais au départ, j'étais carrément shootée, mais shootée aux médicaments. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus mettre un mot devant l'autre. Donc, bon. Et j'ai dit, mais je vais écrire un livre. Et les infirmières, elles me disaient, bah oui, Madame Sernault, écrivez. Écrivez sur des pages d'un cahier tout ce que vous vivez. Mhm. Vous avez le droit de le faire. Et c'est ce que je faisais. Pour me soigner, j'écrivais mon histoire, quoi. Mhm. Voilà. Et bon, petit à petit, bon après, bah, j'étais devant le juge des libertés et des tensions. Bon, là, je savais pas, mais j'aurais pu demander une procédure pour dire voilà maintenant vous êtes trompé, la justice est trompée, donnez-moi la chance de me sortir de là, quoi. Mais bon, la juge, elle, bah c'est pareil, elle s'exprime pas trop. Et puis bon, bah ça a continué, mon internement a continué ça a duré pendant 2 ans. Donc au bout d'un moment, c'est le préfet qui décide si je me conduis convenablement, si je ne fais pas d'impasse dans mon hospitalisation. Le préfet autorise et fait une main levée en fait, et il me libère. Voilà. D'accord. Donc après D'accord. j'ai été libérée, D'accord. mais je suis toujours suivie par un psychiatre. D'accord. Comment on va Voilà. être obligé de conclure? Comment Oui. allez-vous aujourd'hui, Sylviane? Bah, écoutez, j'essaye de me reconstruire grâce à des gens comme vous, Olivier, à qui on peut enfin libérer la parole, quoi, dire voilà, si c'est passé ça, pourquoi. Mais voilà, mais bon, c'est ma thérapie, j'avance, Vous je essayez en tout cas positive. de raconter votre histoire, de la faire connaître. Voilà. Et c'est très bien. Merci en tout cas, Sylviane, Oui. de nous avoir raconté votre histoire ce soir. C'est toujours l'occasion, bien évidemment, de montrer que quand on est une femme seule, voilà, Ah oui. rien n'est facile. Et que Non. pour peu qu'on tombe dans un endroit de France où on ne va pas vraiment nous écouter,
Voilà. ça peut vite partir comme ça à volo. Et il faut faire attention aujourd'hui, bien évidemment, quand on écrit au procureur, quand on écrit au juge, Ouais. en tout cas aux personnes qui représentent la loi. Il faut Bah moi, bien poser ses mots. Hein. j'ai toujours été respectueuse vis-à-vis Mhm. de ces gens-là. Mais bon, bah voilà, c'est tout. Ça s'est passé comme ça. Mais si ça peut servir à l'antenne pour quelqu'un qui écoute mon témoignage, bah tant mieux, quoi. Ça fait avancer les choses, Mhm. hein. Ouais. Voilà, voilà. Très bien. Comme vous disiez tout à l'heure, le problème de je vous ai écouté tout à l'heure, le problème que les pouvoirs, c'est vrai que au niveau politique, il y a plein de choses à faire. Je suis engagée moi dans un parti politique, hein, mais bon, dans l'espoir de faire changer les choses, forcément, Ouais. hein. Mais voilà quoi. C'est tout. Faut avancer. En Faut tout cas, avancer maintenant, hein. avancer Mm. et ne pas rester bloqué complètement sur cette histoire, Ouais. parce qu'il vous faut aussi vous reconstruire. Hein. Vous avez quand même entamé une reconstruction, hein, déjà en sortant de cet hôpital. Ouais. Ça n'est pas rien. Donc, vous savez, Ouais. j'ai vu des gens se perdre à vouloir et s'essouffler, s'éreinter dans des combats. Ouais. Dans des combats contre des institutions qui ne les entendaient même pas, qui les écoutaient pas. Donc, Mm. il faut faire attention Ouais, je à ne sais. pas Ouais, je s'éreinter. sais. Mm. En tout cas, j'étais ravi d'échanger avec vous, Oui. Sylviane. Prenez soin de vous et puis on vous embrasse Oui, bien merci fort. beaucoup, hein. Au revoir. Merci Olivier. Je Hein. vous en prie, au Allez, revoir. au revoir, hein. Au revoir, au revoir.